Bonsoir Essar. Bonsoir Tom et bonsoir tout le monde. Merci Essar. Alors nous sommes arrivés au site numéro 67, nous sommes le 2 août 2019 et la situation en Syrie ne s'améliore pas énormément, même s'il y a des points positifs qu'il faudra souligner durant le site-rep. On va évidemment aborder un des sujets importants qui vous tient à cœur et à moi également. Euh, Avant de l'aborder directement, on peut avoir une petite pensée pour le peuple yéménite qui subit toujours la guerre impérialiste des Saoudiens. On a une petite pensée également pour les Vénézuéliens qui sont toujours soumis à des tentatives perfides des Américains pour un renversement de régime. On a toujours des menaces contre la République islamique d'Iran qui essaye tant bien que mal de faire valoir quand même ses prérogatives qui sont légitimes face à des Américains, des Anglais, des Européens qui sont apparemment déterminés à déclencher une guerre pour le plus grand profit d'une nation dont on va parler juste après, c'est-à-dire celle qui persécute un peuple depuis des décennies, c'est-à-dire les Palestiniens qui, en particulier à Jérusalem, et vous allez nous en parler bien évidemment, Essar, subit vraiment un surcroît de violence qui vraiment est à vomir. Et je vous laisse la parole parce que là, ça mérite d'être expliqué pour dénoncer Alors ces actions. effectivement, en toute impunité, cet État d'Israël qui jouit du soutien inconditionnel des États-Unis, en tout cas de tous les présidents des États-Unis, mais de manière beaucoup plus extravagante et claire de Trump. Donc, par aussi bien donc depuis que Trump est au pouvoir, qui a déclaré que Jérusalem doit être la capitale de cet État qui est créé de toutes parts, cet État d'occupation israélien, que cet État d'occupation doit avoir aussi le Golan, où il a le droit sur les terres syriennes du Golan, qu'il a le droit de vivre et que de toute façon il est soutenu. Et l'ambassadeur américain a commencé aussi à travailler. Il a pris les outils pour percer des tunnels sous Al-Aqsa avec les Israéliens pour dire que c'est le passage comment dire, des pèlerins. En fait, tout ceci s'ajoute à donc c'est le soutien à Netanyahou et c'est le soutien à cet État, cette entité horrible d'Israël qui pratique donc vis-à-vis aujourd'hui des Palestiniens, mais toujours, mais qui monte en crescendo dans sa pratique d'oppression, de répression, de violation des droits des Palestiniens, pour les pousser à l'exode, pour les pousser à quitter le pays. Et c'est donc, ils ont commencé la semaine dernière par la destruction d'une centaine de maisons en une seule journée. Des centaines de familles donc qui se sont donc ça c'est à Wadi al-Hummus du côté de Jérusalem, du côté de Jérusalem-Est. Donc, ajouté aux violations quotidiennes de la mosquée Al-Aqsa, qui est souillée systématiquement aussi par les colons sionistes sous la protection de l'armée israélienne, ajouté aux violations de domicile, aux tueries, des assassinats à bout portant de jeunes Palestiniens, en empêchant aussi que les secours arrivent, ils finissent par mourir de leurs blessures.
euh, aussi sous n'importe quel prétexte. Ils disent que c'était quelqu'un qui devait aller faire ceci, celui qui devait s'attaquer à un policier. Et en fait, sous n'importe quel prétexte, voire des accusations abusives, les jeunes Palestiniens sont arrêtés, emprisonnés, torturés. Il y a 3 semaines, il y a un jeune Palestinien qui est mort sous la torture. Et c'est en toute impunité. Et aujourd'hui, ils s'attaquent aux enfants. Donc maintenant, ils interpellent et ils demandent, en fait, ils exigent l'apparition des enfants ou ils appellent les enfants, des enfants de 6 ans, de 4 ans, de 5 ans, garçons ou filles, pour interrogatoire chez la police. Bien entendu, donc là, il y a eu les parents et une grande manifestation qui a accompagné les enfants, qui a été aussi très violemment réprimée. Donc, en fait, il multiplie les violations, il multiplie la répression, il multiplie l'harassement, en fait, de la population, de manière à rendre leur vie une vie d'enfer, hein, pour les pousser à l'exode, pour les pousser à aller ailleurs, de manière à ce qu'ils s'approprient toutes les terres palestiniennes. Euh, c'est vraiment pour moi, c'est un crime dont toute l'humanité aujourd'hui est complice parce que ni l'ONU ni les différents États ne dénoncent cet état de fait, ne dénoncent ces violations des droits de l'homme, ces violations des droits élémentaires des enfants, ces violations des droits des Palestiniens à vivre et à avoir leur pays, à avoir la propriété totale et la souveraineté sur leur terre. Je voudrais dire que face à cela, les Palestiniens ne rendent pas, en fait, ne se rendent pas, je peux dire, et au contraire, ça ne fait qu'augmenter la détermination des Palestiniens à lutter. D'ailleurs, nous avions vu cette semaine aussi que le responsable de l'entité palestinienne, Mahmoud Abbas, a rompu enfin, je peux dire, rompu tous les accords qui avaient eu lieu au nom de l'accord d'Oslo avec les Israéliens. Donc, et ça, c'est vraiment quelque chose qui est à saluer parce que c'est à nouveau une affirmation que la seule solution, c'est effectivement la lutte armée du peuple palestinien, c'est la lutte du peuple palestinien qui va libérer le pays et que on ne peut avoir la paix, on ne peut avoir aucunement une paix par des accords avec un État ou avec Israël qui ne veut jamais la paix et qui ne fait que détourner les accords et les pourparlers, etc., pour gagner du temps et surtout pour imposer encore plus aux Palestiniens d'autres contraintes et leur arracher encore plus, même leurs droits élémentaires au logement qu'ils ont eu, qu'ils ont construit, pour lequel ils ont dépensé vraiment la récolte de leur vie. Et puis en 2 minutes, ils détruisent ou ils leur demandent, pire encore, comment dire, dans le sadisme, c'est les obliger à eux-mêmes détruire leur propre maison contre quelque chose comme $10,000, alors ou $2,000. Et de toute manière, ils se retrouvent à la rue. À la rue. Et oui, à la rue, et en même temps, ils les poussent de la région là où ils sont, c'est-à-dire ils se retrouvent à la rue et ils voudraient bien
En fait, pour certains, ils ont commencé à planter des tentes là, sur leur maison, sur les débris de leur maison. Ils ont été repoussés par la police. Donc, c'est par la police israélienne. Donc, en fait, c'est les pires violations contre les droits humains, contre les droits des peuples à vivre, hein, contre les droits de la vie et contre les droits des enfants, contre les droits des femmes, contre les droits de famille. Et tout ceci en toute impunité. Personne ne bouge dans le monde là-dessus. Nous n'avons vu aucune manifestation des droits de l'homme ou de toutes ces organisations qui prétendent défendre les droits de l'homme, qui exigent quand même le respect du droit des Palestiniens. Les Palestiniens continuent leur lutte. Les Palestiniens, encore aujourd'hui, donc dans la semaine, dans le vendredi, dans les marches de retour, ils continuent, c'est la 69e semaine, je crois, des marches du retour. Pour le retour, les Palestiniens ont aussi organisé une très grande marche. Et comme d'habitude aussi, les Israéliens leur tirent dessus avec des armes vives et puis avec des vraies balles. Et malheureusement, il y a des martyrs qui tombent et puis des blessés, mais ça ne fait qu'augmenter la détermination des Palestiniens qui commencent à être unis de fait par la lutte et qui commencent à être unis aussi par le concept que seule la lutte va pouvoir les aider à libérer la Palestine et seule la lutte leur permettra d'imposer leurs droits aux Israéliens. Donc, et au monde, parce que finalement, tout ce monde qui est complice, ou tous ces pays qui sont complices, parce que les États-Unis sont complices aussi, soutiennent les Américains, soutiennent les Israéliens, mais bon, tout ceci va changer par la lutte et par leur victoire. Oui, Essar, je vais réparer un oubli parce que tout à l'heure, en faisant la liste des pays qui sont sujets à une agression impérialiste de la part des Américains et complices et en complicité avec les Européens, il y a bien sûr le peuple de la Libye qui subit encore aujourd'hui les restes de Daesh qui sont envoyés par les Turcs sur les côtes libyennes pour tenter de continuer de détruire ce pays et de permettre à beaucoup de multinationales occidentales de pouvoir piller les richesses du pays, comme le font les Américains, on va le voir tout à l'heure, vous allez nous en parler, avec le pétrole syrien. Voilà, je voulais réparer cet oubli. Absolument, oui. D'ailleurs, de toute façon, la Libye, la destruction de la Libye, elle avait ce but-là, c'était de piller le pétrole libyen sans compter. C'est aussi diviser le pays, mais aussi, surtout, empêcher que la Libye puisse soutenir les pays d'Afrique, hein, Oui. comme elle l'avait fait. Les soutenir en leur prêtant de l'argent sans intérêt pour leur développement. Et en fait, c'est ça qui a aussi Absolument. Fait que les États de l'OTAN, pratiquement, c'est de l'OTAN qui ont voulu détruire la Libye et tuer son dirigeant, Kadhafi, qui effectivement voulait d'une part faire payer le pétrole pas par le dollar, mais par de l'or, parce que le dollar, c'est des feuilles et des papiers qui sont imprimés, ce qui n'ont aucune valeur. Et puis surtout, par rapport à son soutien à tous les pays du tiers-monde et à tous les pays africains, en leur prêtant de l'argent sans intérêt. C'est ça. Donc, ça faisait concurrence pas seulement concurrence, ça annulait l'effet de la Banque mondiale, du FMI, qui a pour objectif de mettre la corde autour du cou de tous les pays qui aspirent à l'indépendance et au développement. Absolument. Donc, Absolument. voilà.
Alors, C'est d'ailleurs à ce titre-là, c'est pareil, cette guerre acharnée contre la Syrie vise aussi en fait, à violer la souveraineté de la Syrie, à casser la Syrie, à mettre en Syrie des dirigeants qui sont à la solde des Américains et qui ne font qu'appliquer les dictats américains et qui permettent un pillage systématique de la richesse syrienne, des richesses importantes qui sont là et qui ont été découvertes et qui sont à exploiter. En fait, je rappelle quand même, il y a 14 gisements de pétrole en Syrie, sur la Méditerranée, sur le littoral syrien, et ajouté à des gisements importants de gaz en Syrie. Donc c'est ça qui a fait qu'ils étaient les atlantistes, hein, en fait, l'OTAN, les États-Unis, la France, l'Angleterre, et l'Allemagne, etc., tout ça dirigé par les États-Unis. Ils avaient œil sur la Syrie pour le pillage de ses ressources. Et puis en attendant, comme ils n'ont pas réussi à casser, leur plan a échoué, ils n'ont pas réussi à casser la Syrie puisque les institutions ont tenu, puisque l'armée arabe syrienne a été une armée vraiment fantastique et qui a tenu, entourée de son peuple qui était solidaire avec l'armée et sous la direction de Bachar al-Assad, qui est aussi un dirigeant, comment dire, extraordinaire dans le sens où il a à la fois un sens politique important, dans le sens où il a réuni des alliés importants à la Syrie d'un côté et de l'autre côté un sens de la souveraineté du pays qui est absolument qui n'est pas à discuter. Donc en fait, c'est ça qui a effectivement sauvegardé la Syrie et c'est ça qui a mis en échec le plan américain et israélien, hein, disons-le, de destruction de la Syrie. Donc, mais par contre, c'est vrai qu'actuellement, qu'est-ce qui se passe? Après avoir libéré pratiquement 75 à 80% des terres de la Syrie, la Turquie, il reste donc la région d'Idlib où il y a eu le maximum de terroristes. Et d'ailleurs, là-dedans, il y a plus de 70 000 terroristes étrangers que les pays d'origine ne veulent pas reprendre chez eux et qui font l'objet de chantage entre Erdogan, l'Europe, etc. Et même Trump, d'ailleurs. Donc cette région d'Idlib, ils sont en train de la piller, de soumettre la population aux pires exactions et au pillage aussi de leur propre richesse, de leur propre terre, et puis au pillage aussi en fait, à la destruction des cultures. Parce que je rappelle que Idlib, c'est quand même un panier alimentaire de la Syrie. Ce sont des terres très fertiles et ce sont aussi des terres où il y a aussi beaucoup de monuments historiques et beaucoup de temples et de traces archéologiques des différentes civilisations syriennes, donc qui date depuis au moins 7000 ans, sinon 10 000 ans. Tout ceci, malheureusement, la Turquie s'emploie à le détruire et s'emploie à le piller aussi, parce que non seulement il pille les richesses pétrolières et gazières, et puis les richesses alimentaires agricoles de la région, mais en plus il pille les richesses en matière d'archéologie et toutes ces richesses qui sont enfouies, parce qu'ils sont en train de faire des fouilles aussi sous l'ordre des Turcs, des Américains, etc. Et des Français, et des Allemands, et des Britanniques. Donc ça, c'est aussi... Et puis, ils sont en train de miser sur des petites factions
de traîtres, hein, comme Qassad par exemple, qui sont une minorité des Kurdes qui ont vendu leur âme aux Américains et qui sont en train aussi de travailler pour eux et qui sont en train de piller le pétrole syrien, le transmettre à des hommes d'affaires israéliens pour le vendre, soit ils le vendent à des hommes d'affaires israéliens, soit ce sont les Américains qui le pillent sans compter et qui l'exploitent. Donc ce pillage, c'est aussi un point important de cette guerre contre la Syrie pour la détruire, comment dire, casser les moyens de subsistance et Oui. casser les moyens de l'indépendance économique de la Syrie, qui sont l'élément fort et le pilier de la souveraineté de décision et la souveraineté du pays. Parce qu'un pays qui n'a pas les moyens d'une indépendance économique ne peut pas être souverain. Et là, c'est important. La Syrie a construit elle-même son indépendance, son autosuffisance. Et je rappelle quand même qu'on est sous embargo et sous sanctions, entre guillemets, sous blocus occidental depuis au moins 30 ans, depuis au moins 70. Et puis ça ne nous a pas empêché, ça n'a pas empêché la Syrie de progresser économiquement, de progresser au niveau du niveau de vie du citoyen moyen, de progresser au niveau de la qualité des soins, au niveau de la qualité de l'enseignement, au niveau de l'ensemble des choses. Donc, en fait, c'est ça qui déplaît énormément aux Américains. Qui Et d'ailleurs ne se gêne pas. à leurs alliés. Aux impérialistes, je préfère dire, parce que pas que les Américains. Mais les autres sont sous leur houlette. Oui, et ça, il y a plusieurs facettes de l'intervention américaine dans votre pays, en Syrie. En dehors du fait qu'ils aient pris la suite de Daesh pour le pillage du pétrole syrien, vous m'avez signalé, ça date d'un petit peu de temps, mais c'était entre aujourd'hui et puis le dernier SITREP en date, que la coalition US continue de bombarder le gouvernorat de Deir ez-Zor, hein, et faire des victimes civiles, dont des enfants. Tout à fait, tout à fait. Ils continuent à bombarder avec des armes interdites d'ailleurs, avec des bombes à fragmentation, avec des bombes de phosphore, à phosphore, et donc sur l'ensemble des villages à l'est de Deir ez-Zor. En fait, il y a un autre point aussi, c'est les Américains ne veulent pas qu'il y ait une continuité ou une unité ou une grande solidarité entre les États irakiens et syriens. Oui. Et donc, ils veulent maintenir toujours une poche de terroristes sur les frontières parce que de toute façon, ça devient aussi un terrain continu entre la Syrie, l'Irak, l'Iran. Ce sont des pays qui sont quand même appelés à être réellement solidaires puisque leurs intérêts sont communs dans la région. Oui. L'échange au niveau des denrées dont ils disposent, etc., est capital et il est important. S'il y a cette ouverture à leur niveau, les choses se passent beaucoup mieux. Et je voudrais quand même rappeler que les trois pays sont sous blocus US, hein, sous blocus américain, aussi bien en ce qui concerne leurs produits qu'en ce qui concerne leur économie. Donc s'ils se donnent la main et ils mettent en place des voies de circulation importante des denrées et l'ensemble des produits dont ils disposent, bah, ça sera aussi une région qui est autonome, importante et qui a aussi une grande force internationale, une force économique. Donc ce que les Américains essayent de faire, c'est interdire aussi bien par le maintien de ces poches de terroristes sur les frontières irako-syriennes ou syro-irakiennes, mais aussi par le maintien de leur base qui est complètement importée et qui est complètement inutile
et qui sert à rien. C'est à la base Al-Tanf, mais qui se Oui. trouve sur un chemin rapide entre Damas et Bagdad, et sur les frontières jordaniennes, syriennes, irakiennes. Et en C'est-à-dire un fait, creuset aussi, la terroriste, hein. Jordanie a intérêt aussi à faire partie de cet ensemble, de ce trio, si je peux dire. La Jordanie aura tout intérêt aussi, puisque même avant, la Syrie a toujours aidé la Jordanie à avoir du blé, par des moyens de subsistance, mais qui sont plutôt des produits syriens. Donc en fait, c'est ça. Le projet, c'est diminuer les possibilités d'indépendance de ces pays par l'économie et en faisant, comment dire, en les occupant par les terroristes et par la guerre contre le terrorisme, et donc en cassant leur économie aussi par l'achat d'armes, etc. Parce que tout le monde est obligé de se défendre et fabriquer tout le temps des armes ou en acheter. Donc en fait, ce n'est pas fortuit tout ce travail. Oui. C'est important de voir d'ailleurs cette stratégie américano-sioniste, tout ça pour le profit d'Israël aussi, et en même temps, donc aussi pour tout ceci, en même temps, faire passer ce qu'on appelle le deal du siècle, c'est en fait en finir avec la question palestinienne, tuer la question des réfugiés palestiniens, c'est-à-dire il n'y a plus de réfugiés parce que le fait que Trump a voulu tuer l'UNRWA, en fait l'organisation qui aide les réfugiés palestiniens, en leur enlevant le statut de réfugiés. Ils ne sont plus réfugiés, donc ils n'ont plus le droit de retour au pays. Ils n'ont plus En fait, ça amène d'autres choses. Et donc tout ceci, c'est en filigrane derrière toute cette agression contre la Syrie. Bon, aujourd'hui, je peux dire que l'ensemble des peuples de ces pays se sont réveillés et commencent à voir aussi leurs propres intérêts qui sont liés aux intérêts du peuple syrien, et donc aux intérêts aussi sont liés au fait qu'il est important d'ouvrir non seulement les voies du dialogue, mais aussi de la solidarité, chose qui a été faite donc avec l'Irak par la visite du Premier ministre irakien en Syrie, les traités, les accords qui ont été signés, de la même manière avec les Iraniens, et puis les Iraniens avec les Syriens, etc. Et de la même manière aussi, il y a une ébauche de relations de ce type avec les Jordaniens, puisqu'il y a eu aussi des délégations des députés jordaniens, en fait, et puis de journalistes, etc. Bon, maintenant, c'est vrai qu'il y a eu une réactivation quand même de la chambre d'opération MOC en Jordanie. Mais bon, on peut dire que le fait que, vous savez qu'il y a eu cette réunion Astana aujourd'hui et hier, le 1er et le 2 août, la 13e réunion Astana pour la Syrie, à laquelle, pour la première fois, a participé la Jordanie, le Liban, l'Irak, et bon, bien sûr, la Turquie, la Syrie, la Turquie, l'Iran et la Russie. Donc ça, c'est un fait nouveau qui est très important, que l'ensemble des pays limitrophes de la Syrie soient là. Bon, ils ont participé en tant qu'auditeurs, hein, ces nouveaux pays. Ils n'ont pas parlé, mais c'est important quand même. Il y a eu des rencontres en marge de ces pourparlers. Et c'est important que tous ces pays, en fait, aient reconnu la souveraineté syrienne, hein, et la nécessité de sauvegarder la souveraineté syrienne, l'unité du territoire syrien, de sauvegarder et aussi sauvegarder
la souveraineté de l'État syrien sur ces terres, hein, et donc la reconnaissance de la légitimité de l'État légitime syrien et de tous ses droits. Donc en fait ça c'est quelque chose de qualitativement important qui s'est passé à cette nouvelle réunion, à cette 13e réunion d'Astana, alors que sur les décisions il n'y a rien eu d'extraordinaire, je peux dire, sauf que c'est la présence, l'extension à la présence de ces pays était importante d'une part, d'autre part bon, ça s'est conclu aussi par le fait que la Syrie a accepté un cessez-le-feu à nouveau dans la zone d'apaisement d'Idlib. L'application de l'accord de Sochi, la Turquie devrait l'appliquer, c'est-à-dire que les terroristes devraient se retirer 20 km en arrière des lignes de confrontation, qu'ils devraient rendre les armes lourdes et moyennes, et que la Turquie devrait faciliter le retrait le retrait des terroristes à travers ces territoires, puisqu'ils sont venus par ces territoires. Alors En justement, fait, Essar, oui, vous évoquez ce qui se passe finalement à Idlib, et je crois qu'on ne peut pas mm, faire l'économie des actions terroristes, hein, des crimes terroristes, avant que ce nouveau round d'apaisement de tension ait été décidé à Astana, qui oui, d'ailleurs a été rapidement remis en question pratiquement le jour même, hein, avec une attaque terroriste. absolument. Vous m'avez signalé ça. Vous m'avez dit que des missiles étaient tombés sur Alep. Euh, alors, sans faire abstraction des deux frappes aériennes israéliennes, l'une qui a touché le Golan syrien et l'autre le sud de Damas, hein. C'est-à-dire qu'on a une corrélation temporelle entre les activités criminelles sionistes contre la Syrie et puis les activités criminelles terroristes à Idlib. Ah, tout à fait. Alors, c'est tout à fait vrai, effectivement. Avant Astana, il y a eu aussi une très grande escalade dans la violence parce que les terroristes, comme les États qui les soutiennent, comme Astana approche, ils essayent de prendre plus de poids au niveau des discussions en essayant de tuer plus de monde et puis de contrôler plus de terrain. Manque de bol, la Syrie, l'armée arabe syrienne, forte du soutien de la population aussi, a pu répondre, non seulement répondre de manière très efficace, je dirais, à ces violations, c'est-à-dire en s'attaquant aux quartiers généraux des terroristes qui sont à Idlib d'un côté, et puis aux lignes de ravitaillement des terroristes entre eux, c'est-à-dire en les coupant les uns et les autres. L'armée arabe syrienne a libéré deux villes stratégiques en fait importantes, la ville de Tel el-Malah et de Jbaylin, donc à côté de Sqaylabiyya et Mhardé, ce qui était très important pour avoir un peu de paix à Sqaylabiyya et Mhardé après que les terroristes aient vraiment occasionné des morts, des blessés par leurs missiles qui Ouais. tombaient partout et sur les maisons et sur les écoles. Bon, à Alep, c'était pareil, ils ont visé des écoles, bien que ce ne soit pas les qui sont utilisés pendant les vacances scolaires comme centre aéré pour les enfants. Donc, il y a eu beaucoup d'enfants qui ont été blessés et morts. L'armée arabe syrienne a répondu donc de manière très efficace en reprenant complètement ces deux villes qui dominent par le feu toutes les bases des terroristes d'Idlib. Ça veut dire que la situation est repartie de la même manière puisqu'il y a eu violation de ce cessez-le-feu et que la Turquie, si elle ne fait rien, on continue dans la même situation. Ça veut dire que l'armée syrienne continue son avancée
et continue à attaquer, à rendre l'appareil à toutes les agressions terroristes, mais en gagnant du terrain. Et peut-être que c'est comme ça que Idlib sera terminé, parce que les terroristes seront défaits malgré toutes leurs armes et les 88 chars turcs qui les épaulent, et puis les terroristes appelés armée syrienne libre, qui ne sont rien d'autre que l'armée turque, qui sont avec eux, et puis malgré le changement de nom de toutes les factions terroristes. Donc, Et malgré, voilà. et malgré, Pour moi, et malgré ouais, les mascarades successives des casques blancs qui essayent à tout prix de faire passer un false flag à l'arme chimique pour, pour être une agression chimique de l'armée syrienne ou des Russes contre des civils. Hein. exactement. Merci de l'avoir dévoilé aussi. C'est exactement ça qui vise à bloquer et qui vise aussi à s'attaquer aux Russes, parce que je tiens à dire qu'il y a eu aussi des attaques contre la base d'Ahmeyim, et qu'il Oui. y a eu plusieurs attaques en fait. Donc aujourd'hui, personne ne peut tolérer cette situation, ni les Turcs ni les Syriens, ni les Russes, ni la Russie, ni la Syrie. Donc, je pense qu'on va vers d'autres types d'évolution de cette situation, même si pour l'instant, on ne voit pas trop la différence, disons. Dernier point, je voudrais dire quand même que même Trump a dit qu'il est important que les pays occidentaux, ou les pays dont les terroristes sont originaires, ils doivent les reprendre, sinon ils les enverraient, ils les enverraient en Europe, Oui. en fait. Oui, oui. Là aussi, c'est un chantage qu'il fait aux Européens pour que l'Europe intervienne sous la houlette des États-Unis Ouais. Si on avait dans la besoin, Syrie, à l'est de la oui. Syrie, ou dans les plans Ouais. américains, en fait. Il Bah, voudrait les impliquer davantage dans les plans américains, mais sans que les Américains puissent se mouiller et puissent, eux, perdre des hommes et des outils. Quoi. oui, parce que Trump, Euh, avec cette déclaration-là, nous indique clairement que Daesh est un instrument utilisé par les Américains. Hein. Tout Et à là fait, tout encore, à fait, c'est tout à un fait. aveu. Hein. C'est un aveu. Oui, C'est une menace, oui, certes, mais c'est un aveu. oui, oui, absolument, absolument. Et d'ailleurs, ils ont déjà, au sein de la Syrie, ils ont déjà, comment dire, recyclé les terroristes de Daesh d'un endroit à l'autre, de Deir Zor à Qayyim, à Ar-Rukban, et de Ar-Rukban à l'est de Deir Zor, etc. Et puis maintenant, ils les recyclent vers la Libye pour certaines parties. Ils reviennent à Idlib pour d'autres parties. Enfin bon, c'est un recyclage permanent. Oui, Et oui. ça montre bien que ce sont eux qui les manipulent, et ce sont eux qui les dirigent, et que c'est leur outil, tout simplement. Oui. Effectivement. Alors, on peut peut-être passer à des éléments un petit peu plus positifs, hein, dans le sens où Oui, les choses oui, continuent de s'améliorer. Malgré tout, la Syrie montre bien qu'elle n'est pas isolée. Vous m'avez parlé je dirais, d'un traité de coopération entre votre pays et la Biélorussie, à l'issue de oui, leur tout à rencontre fait, de la diplomatie des deux pays d'ailleurs. tout Euh, à fait. Visiblement, le plan de provocation occidentale, et en particulier américain, dans le détroit d'Ormuz, n'est pas nécessairement partagé par les riverains, hein, c'est-à-dire en particulier par les Émiratis. Vous m'avez signalé que les gardes-côtes émiratis s'étaient rendus en Iran pour discuter avec leurs homologues iraniens. Hein. Voilà, donc on a évidemment le truc le plus stupide qui soit, c'est celle qui consiste à sanctionner la diplomatie iranienne de la part des Américains,
Ce qui démontre évidemment leur totale absence d'envie de trouver une solution positive et pacifique à la crise que les Américains ont créée en sortant du traité sur les recherches nucléaires iraniennes, hein, quand même. Ouais. Je crois qu'il y a plusieurs points là. C'est effectivement, d'abord, il fallait qu'on parle un petit peu de l'arraisonnement ou de l'arrestation du pétrolier iranien dans le détroit de Gibraltar, qui était commandité par les Américains, exécuté par l'État de Gibraltar, qui est britannique en fait, qui est sous contrôle britannique, hein, Alors, ça, qui a je ouais. veux juste noter qu'il nous reste 3 minutes, alors voilà, c'est pour D'accord, vous indiquer. rapidement, merci beaucoup. Je vous en prie. Rapidement, ça a été commandité par les Américains, exécuté par les Britanniques. La tension a monté aussi dans le détroit d'Ormuz, dans la mesure où les Iraniens ont arrêté un Cargo, pétrolier, oui. aussi Ouais, un pétrolier britannique qui violait les règles de de navigation. navigation. Absolument. Donc il a été intercepté par les Iraniens, mais de Oui. manière très courtoise, très correcte, mais bon, avec un ton qui était très imposant. Tout ceci donc a amené les Iraniens à poser la question, a amené les Iraniens à répondre aux violations américaines aussi, qui voulaient faire un conseil de protection de la souveraineté, pas de la souveraineté, de la sécurité de navigation dans le détroit d'Ormuz par les pays atlantistes. Ce à quoi effectivement l'Iran s'est opposé complètement, en disant ce sont les pays du Golfe qui vont pouvoir, les pays qui sont limitrophes de ce golfe, qui ont la responsabilité de protéger la navigation, et ce n'est en aucun cas aux Américains de le faire. Donc là, ça et bien sûr, l'Arabie saoudite s'est opposée, etc. Mais bon, là, on remarque qu'il y a eu une visite d'Oman aux Iraniens en ce qui concerne du Premier ministre omanais. Donc, et on peut penser qu'il passait des messages, mais aussi qu'il proposait des choses. Mais aussi, les Émiratis ont commencé à avoir aussi faire des appels du pied, et même il y a eu une délégation de gardes-côtes émiratis qui est partie rencontrer les gardes-côtes iraniens à ce sujet-là, ce qui est une très bonne chose. Alors là, on peut dire que tout ceci est porteur d'avenir, et à mon sens, je pense qu'il faut conclure. S'il faut conclure, on peut dire qu'aujourd'hui, les peuples de la région se réveillent, prennent de plus en plus conscience de la nécessité de s'unir et de la nécessité de prendre leurs propres responsabilités pour défendre leur souveraineté et la souveraineté des passages maritimes importants. Et ça, c'est un point très positif et qui va dans le sens des intérêts des pays dans le monde. Aujourd'hui aussi, l'Iran appelle la Chine à la soutenir contre les sanctions américaines ou contre le blocus américain. Je pense que ça va dans ce sens, et je peux dire que nous sommes aussi, nous voyons la gestation de ce nouveau monde multipolaire où l'unilatéralité des Américains sera finie, je pense, et leur domination unique. Voilà, leur monopole va être fini. Donc, moi, je suis très optimiste pour cela, et je pense que nous le verrons bientôt. Je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée. Notre site rep va s'arrêter là. Nous avons beaucoup de choses à vous dire, mais malheureusement, plus tellement de temps. Oui, c'est vrai. Merci Essar. Effectivement, nous sommes obligés d'être concis pour essayer de dire un maximum de choses dans ce site rep. Je vous remercie de vous plier à cette discipline parce que malheureusement,
nos vidéos spectateurs ne nous suivraient plus si les vidéos étaient très longues. Donc on est obligé de faire un compromis et voilà, c'est dans ce sens-là que nous voulons limiter le temps de nos sites rep. Merci bien Essar, merci beaucoup pour votre intervention, pour vos informations qui nous permettent de savoir ce qui se passe vraiment dans votre pays, au-delà du blocus médiatique occidental qui s'arrange pour essayer de travestir la vérité. Qui est une partie de cette guerre contre la Syrie. Absolument, absolument. Merci Essar, bonne soirée. Merci à vous tous. Et à dans 15 jours. Au revoir.